Bienvenue. Du coup, j'attends encore les retardataires. Je vais les accepter au fur et à mesure. Pour lancer la conférence, avant de présenter les intervenantes de ce soir, je vous fais une rapide présentation d'Ada Tech School, qui organise cette conférence en partenariat avec Mano Mano. Du coup, sur Ada Tech School, c'est la première école d'informatique féministe qui est ouverte à toutes et à tous pour apprendre à créer avec le code. Et notre spécificité, il y en a deux. C'est d'abord les valeurs qui nous animent. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de construire une tech plus paritaire et plus humaine. C'est pour ça que notre valeur première, c'est l'inclusion et la diversité. Du coup, on s'applique à casser les codes et les stéréotypes qui peuvent exister dans la tech grâce à notre communication, à des conférences dont celle de ce soir, à des articles de blog, etc. Et notre deuxième spécificité, c'est notre pédagogie, qui est le fruit de 7 ans de recherche en pédagogie et qui s'inspire à la fois de Montessori, de la méthode agile, mais avant tout, le concept principal, c'est d'apprendre du coup en faisant et du coup de s'éloigner de formations plus classiques où il y a des cours descendants, des professeurs. Chez Ada Tech School, on valide ses compétences par des badges. Il n'y a pas de prof, il y a des encadrants. On marche par projet, donc soit des projets en binôme pour creuser des notions, soit des projets qui ressemblent à des projets d'entreprise en groupe. Donc voilà, c'est vraiment une pédagogie où on fait et on applique ses connaissances. Juste pour les précisions, il y a 3 rentrées par an. La prochaine rentrée est en octobre. Et je vais vous envoyer dans le chat le lien vers notre live de présentation si vous voulez en savoir plus sur l'école, le financement, les modalités, les critères de recrutement. Alors, du coup, je laisse la parole à Margot juste pour que tu nous présentes, Margot, Mano Mano, et puis après, je présenterai la conférence et les différentes intervenantes. Bonjour tout le monde. Alors avec Paola et Armel, on vient tout droit de Mano Mano. Pour recontextualiser, Mano Mano, c'est une plateforme, une marketplace en ligne. On est leader européen spécialiste du bricolage, du jardinage et de la maison. On a des bureaux dans plusieurs villes et pays. On a des bureaux à Paris, à Bordeaux et également à Barcelone, en Espagne. Et notre site est disponible en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et en Grande-Bretagne et en Allemagne. Donc voilà, pour vous présenter brièvement Mano Mano. On va être bientôt, on est un peu plus de 800 employés maintenant, donc ça grandit très vite. Voilà. Du coup, je vais peut-être passer la main à Paola et Armel pour se présenter. Oui, alors je vais juste d'abord introduire la conférence et puis après, de toute façon, ce sera vous qu'on écoutera. Du coup, assez rapidement pour vous présenter ce pourquoi on a eu envie de faire cette conférence avec Mano Mano, c'est qu'on a la même intuition et des valeurs communes, c'est qu'on a envie de former bien plus que des développeurs ou des développeuses. On ne veut pas former juste des experts techniques, on veut former des personnes qui puissent travailler en équipe, qui puissent parler de leur code, transmettre, et ceci grâce à des pratiques qu'on applique à la fois chez Ada et chez Mano Mano, du mob programming, du clean code, des revues de code collectives. Donc, nous, notre but chez Ada Tech School, c'est faire en sorte que nos apprenants soient des profils adaptables, des bons collaborateurs, des personnes qui ont une soif d'apprendre et qui puissent évoluer en entreprise. Et vous allez le voir avec les témoignages de Margot, Paola et Armel que c'est la même chose en entreprise. On continue d'apprendre, on continue d'évoluer, on peut même changer de poste en interne. L'objectif de ce soir, et si vous êtes là, c'est pour savoir concrètement comment une équipe de développeurs s'organise, comment elle s'organise aussi avec d'autres équipes, quel est le mode de fonctionnement, quelles sont les interactions et surtout quelles sont les qualités nécessaires pour une bonne collaboration. Du coup, on a Margot qui est là ce soir, donc, qui nous a fait la présentation, qui est Product Owner, Paola qui est développeuse back-end, et Armel qui est Senior Lead Data Scientist.
Donc, mieux que moi, je vous laisse vous présenter. Si vous pouvez, du coup, dire vos postes, peut-être votre parcours et assez brièvement, parce qu'on creusera cette question, pourquoi vous avez choisi de vous orienter vers la tech. J'ai oublié juste de dire quelque chose avant de vous laisser la parole. On est un nombre raisonnable ce soir. Donc, du coup, n'hésitez surtout pas à participer, à poser vos questions. Vous pouvez même le faire au micro si vous le sentez. Le but, c'est que on puisse vous répondre en direct si jamais vous souhaitez vous reconvertir vers la tech ou vous diriger vers la tech. Voilà. Du coup, qui veut commencer? Bon, allez, j'y vais. J'ai vu ton regard, Margot. Voilà. Du coup, moi, c'est Paola. Je suis développeuse back-end et je suis chez ManoMano depuis bientôt 2 ans. Je suis en charge de la page produit sur le site de ManoMano. Donc, c'est une des pages les plus critiques. En chiffres, ça représente 50 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, voilà, mon rôle, c'est d'ajouter des fonctionnalités et de produire du code performant, parce que plus de performance, plus le code est performant, plus la page va se charger vite, et donc plus les clients vont ajouter le produit dans le panier. Donc voilà. Et puis concernant mon parcours, alors on m'a toujours répété que j'avais un parcours atypique. J'aimais pas trop qu'on me dise ça, en fait, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai un background assez littéraire. J'ai un bac L, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Ensuite, j'ai enchaîné avec une école de journalisme. Et j'étais dans le sud. Il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de faire une reconversion vers l'informatique. Et puis, quand j'ai regardé, je me suis dit, ah ouais, mince. Je pensais qu'en fait, vraiment, il fallait être ingénieur, il fallait être forte en maths, mais en fait, pas du tout, en fait. Et du coup, j'ai fait une formation intense de 5 mois qui s'est abouti par un CDI, en fait, direct sur Paris. C'était assez amusant parce que c'est vrai que pour avoir assez galéré, entre guillemets, en fait, je faisais vraiment des jobs alimentaires. J'étais barmaid au Club Med, j'étais assistante d'éducation dans un collège. J'ai fait pas mal de choses malgré mes diplômes. En fait, du coup, maintenant, c'est l'inverse. C'est les recruteurs qui viennent me chercher. Enfin, en une semaine, j'ai eu 15 propositions. Et pour la première embauche, en fait, c'est un recruteur qui m'a appelé. Il m'a dit, oui, Paola, est-ce que tu peux venir sur Paris? J'ai écouté, monsieur, je ne vais pas venir sur Paris pour rien. Il me dit, non, 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 mais venez, venez. Donc, j'ai pris mon ordinateur, j'y suis allée. En entretien, j'ai montré le projet sur lequel j'ai travaillé pendant ma formation. Et puis, à la fin, ils m'ont dit, bah, combien tu veux? Ils m'ont envoyé la proposition d'embauche. J'étais dans le train, je rentrais chez moi à Fontainebleau et c'était, waouh, franchement, tout s'est bien enchaîné et je me suis dit, ouais, c'est le bon chemin, c'est vers là que je dois aller. Voilà, pour moi. Du coup, Margot, je te laisse la parole. Yes, alors pour moi, pas du tout le même parcours. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Je me suis spécialisée par la suite en informatique puisque je suis partie étudier en Chine pendant 6 mois. C'est là où j'ai découvert l'informatique. Ça m'a énormément plu, donc en rentrant, je me suis spécialisée dans ce domaine. Ensuite, je suis partie aux États-Unis pendant un peu moins d'1 an dans le cadre du stage de fin d'études dans la Silicon Valley, dans une start-up en tant que développeuse full stack Java et JavaScript. Ensuite, en fait, j'ai rejoint ManoMano. Ça fait bientôt 4 ans que j'y suis, donc c'est ma première expérience professionnelle. J'ai commencé en tant que développeuse front cette fois-ci. J'ai voulu arrêter le bac. C'était pas pour moi. Ensuite, j'ai découvert l'agilité. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert en arrivant chez ManoMano. Donc au début, l'agilité, c'était pas vraiment ça, mais petit à petit, ça s'est fait et on a une vraie équipe qui s'est formée. Donc j'ai occupé la place de coach agile. Et puis récemment, depuis le début de l'année, j'ai rejoint l'équipe produit ManoMano. Donc j'ai occupé 3 postes différents chez ManoMano et c'est ça que j'aime justement, c'est de pouvoir faire des mobilités internes. Voilà pour mon parcours. Je vais laisser la parole à Armelle. Oui. Alors, moi, j'ai rejoint ManoMano il y a à peu près 5 mois et je suis sur un poste hybride entre product et tech et dans la data.
C'est-à-dire qu'en fait, je gère tout ce qui a trait en fait à la data pour l'expérience utilisateur. Ça peut être toutes les recommandations sur le site de ManoMano, tout le search, les algorithmes qu'il peut y avoir derrière. Voilà, du coup, j'ai rejoint sur ce poste hybride récemment et moi, je viens d'un background, d'un milieu ingénieur. J'ai d'abord commencé mes études en France avec une école d'ingénieur et ensuite, je suis partie en Californie aussi proche de la Silicon Valley, pour effectuer un second master à Berkeley. Et ça m'a beaucoup plu. Et là-bas, tout ce qui est nouvelles technologies était très en vogue. Ça m'a donné envie de creuser un peu plus et de me lancer dessus et du coup de prendre un poste là-bas dans la tech. Et j'ai commencé, du coup, mon premier poste était à Uber. J'étais en charge du coup de tout ce qui est temps d'estimation et comment on peut utiliser la donnée pour coder les temps d'estimation et avoir des temps d'estimation corrects sur l'application. Et je suis rentrée en France pendant l'année Covid et je rejoins ManoMano, la belle aventure de ManoMano récemment dans un poste hybride, du coup, qui est aussi une sorte une mobilité aussi d'une certaine manière. Voilà, c'est bon. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour l'explication de vos parcours. C'est intéressant de voir que chacune est arrivée là par des manières différentes. Est-ce que pour qu'on se plonge un peu plus dans vos métiers actuels, vous auriez un exemple de projet pour nous expliquer en quoi consiste votre métier? Yes. Alors, du coup, je commence. Moi, je suis product sur la partie conseil du site ManoMano. Donc, typiquement, si vous avez besoin d'aide, vous avez le chat, vous avez des questions-réponses. Derrière, il y a toute une communauté de ManoAdvisors, on les appelle comme ça, c'est des bricoleurs en fait qui sont à leur compte pour aider les utilisateurs et les visiteurs du site ManoMano. Et donc, du coup, sur cette partie produit, ça va être de gérer le design, gérer la communauté des ManoAdvisors, leur rémunération. Voilà, en fait, chez ManoMano, les équipes produits, elles sont divisées en termes on va dire, de fonctionnalités sur le site. Donc, on va avoir une équipe qui va s'occuper de la page produit, une équipe qui va s'occuper de la page d'accueil, une équipe qui va s'occuper du compte, etc. Et donc, pour chaque partie, il y aura des développeurs, des designers et, et l'équipe produit sur ces fonctionnalités-là. Ouais, du coup, ça va me permettre de faire la transition là, sur chaque partie. Donc, ce que tu évoques, Margot, c'est du coup, moi, je travaille sur une petite partie. Donc, c'est la page produit. Enfin, une petite partie, non. Du coup, le projet, j'ai peur d'être un peu trop technique, mais en gros, on va voir. Anciennement, on avait un site, le site de ManoMano. C'était un gros site, le site cœur de ManoMano. C'était un monolithe qui a été splitté en différents microservices. Donc, pour chaque partie, un microservice avec un rôle bien défini. Donc, moi, je travaille sur le projet du coup, de la page produit et mon rôle, c'est d'aller récupérer des données en appelant d'autres microservices, de les agréger et de les servir au front pour exposer les données sur la page produit. Pour faire pour faire le lien, du coup, ça va bien s'articuler. Moi, en data, par exemple, je travaille à fournir cette donnée que va récupérer ensuite Paola et afficher en page produit. Ah ouais. Sur la page produit, il va y avoir du coup en dessous des articles sélectionnés par les utilisateurs, des recommandations. C'est-à-dire que si on cherche un canapé, par exemple, et qu'en fait le canapé sur lequel on a cliqué et pas celui qu'on voulait, on va afficher plusieurs recommandations d'articles similaires ou d'articles que l'utilisateur pourrait aussi aimer. Et le rôle de la data science, c'est du coup de trouver ces articles. C'est-à-dire si l'utilisateur est sur cette page, quel article est susceptible de lui plaire, de les ordonner et de les ressortir pour que du coup les développeurs de l'équipe page produit puissent les afficher. Du coup, c'est un exemple de sujet sur lequel on travaille. Et du coup, on travaille main dans la main avec l'équipe produit, les équipes dev et les équipes data. Enfin, moi, je travaille aussi avec data. Ok. Yes. Donc, Shopvorum, c'est bon, c'est bientôt en prod. Hein. Ouais.
Et pour continuer de plonger dans les spécificités de vos métiers, chacune, si vous deviez citer des avantages de votre métier, qu'est-ce que vous diriez? Il y en a beaucoup. Moi, premièrement, pour faire l'avantage déjà de faire un métier en fait, dans lequel on s'épanouisse, donc de ne pas faire un job alimentaire. En fait, déjà, rien que ça y fait beaucoup. Et puis, si vous êtes de nature curieux ou curieuse, c'est vrai que c'est un métier où on en apprend tout le temps, quoi. Là, en ce moment, depuis que j'ai fait ma reconversion, j'ai fait que du PHP. Donc, là, en ce moment, je suis en train d'apprendre le Go, donc le langage qui a été développé par Google. Et donc ça, c'est voilà, une opportunité à mano mano qui n'est pas donnée dans toutes les entreprises, parce que c'est vrai que moi, je suis arrivée, j'ai proposé ça, de partir sur un nouveau langage. Et, derrière, l'équipe suit, le manager suit, et c'est super quoi, de se remettre en question et de dire, ben, en fait, ce microservice, on l'a fait en PHP, c'est bien, on a adressé la plupart des problèmes techniques. On pourrait le faire en fait en Go. Pourquoi? Parce que du coup, c'est plus performant. Les requêtes en asynchrone, ça va se faire plus aisément qu'en PHP. Et donc, voilà. Ok. J'ai les avantages du métier. Enfin, moi, du coup, je suis sur un métier qui est entre le développement, le code, entre le produit et entre tout ce qui est data, du coup, un peu mathématique. C'est que justement, ça permet de pouvoir être très créatif. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours adoré un peu, enfin, bricoler, bon, ça tombe bien du coup à Mano Mano, mais aussi fabriquer des bijoux, fabriquer des bougies. Et en fait, le code, c'est pareil. Si on fabrique quelque chose qui ensuite apparaît sur Internet et du coup est visible de tous. Et ça permet, du coup, je trouve ça très, très créatif comme métier. C'est vraiment à partir d'une idée, on peut avoir quelque chose qui a un vrai impact visible par tous et un produit fini. Moi, je trouve que c'est l'avantage, enfin, c'est un avantage énorme, je trouve, de ces métiers-là. Ouais. Ouais, moi je rejoins totalement ce qu'a dit Armel. L'autre avantage, je verrais au métier du coup dans le produit, c'est que on a tellement d'interlocuteurs, on parle à tellement de gens différents, on parle des développeurs, on parle du market, ce qu'on appelle des manomanas dans le marketing, dans le sales, dans le service client. On parle à des bricoleurs, on parle à des clients, et en fait, c'est ultra riche, et tous les jours, j'en apprends énormément de tous ces échanges. Donc, c'est super. Et si j'ai un avantage en tant qu'ex-développeuse, j'ai fait mes armes chez Mano Mano où ça grandit très vite, et du coup, tous les jours, il faut se remettre en question, tous les jours, il faut apprendre des nouvelles technologies, faire beaucoup de veille. On est encadré par des gens exceptionnels et très compétents. Donc, on peut vraiment grandir et s'améliorer constamment. Donc, c'est vraiment super. On a des bons mentors. Ouais. Donc, c'est hyper agréable. Ouais, Super. c'est Ça vrai que donne envie. c'est vrai que c'est une ambiance assez bienveillante, parce que pour avoir fait, j'ai commencé en 2016. Je suis passée par une startup qui s'appelait Shaper. J'ai fait Le Bon Coin, j'ai fait Oxane, Obi, j'ai fait plusieurs entreprises. Et vraiment, c'est chez Mano Mano, j'ai pu, comme Margot, faire mes armes et montrer en fait ce que j'avais dans le ventre. Et donc ça, c'est une entreprise qui laisse le temps aux personnes de monter en compétence, parce que enfin, dans mon cas, quand on n'a pas un background informatique, oui, c'est vrai, c'est pas facile, c'est pas une reconversion facile, mais ça vaut le coup de s'accrocher, et surtout quand on est dans une entreprise où on a des mentors, comme dit Margot, c'est un plus en fait, c'est une super valeur ajoutée, et qui fait que, enfin Margot, t'en es témoin, je pense. Quand j'ai commencé chez Mano Mano, c'est vrai qu'il y avait un gros gap en fait, même si j'avais des expériences derrière moi, il y avait un gros gap entre mon expérience et ceux les autres développeurs avec qui je travaillais. Et puis, en fait, faut pas se comparer en fait, aux autres quand on arrive dans une équipe. Faut juste, je pense, être intelligente et s'armer d'alliés en fait. Si vous n'avez pas un mentor attitré, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais pas de mentor attitré. Mon lead, il n'était pas trop dans la pédagogie, même s'il était super.
Mais j'ai su m'entourer d'alliés et progresser comme ça, en fait. Voilà. Ok. Ouais, c'est super intéressant aussi pour continuer à apprendre de s'entourer des bonnes personnes et de bénéficier de leur expertise et de leurs connaissances. Ouais. Et du coup, pour choisir un métier, on doit aussi creuser sur les inconvénients pour aussi les connaître. Est-ce que vous voyez des inconvénients à votre métier? Et si oui, lesquels? Bah, enfin, moi, je suis arrivée il y a pas longtemps dans le produit, donc pour l'instant, les inconvénients, je dirais que le seul que je pourrais voir pour le moment avec le recul, c'est que c'est très prenant, c'est assez intense, c'est un rythme assez soutenu. Hem, Après, je laisse la main plutôt à Paola et Armelle qui ont plus, d'expérience dans leur métier, mais Vas-y, Armel, je t'en prie. Question Si difficile. tu veux, sinon je peux. Bah non, Ouais. moi, j'ai été un peu des deux côtés de la frontière. J'ai commencé ma carrière purement dans le technique, où il y a un peu l'inconvénient de parfois pas avoir assez d'interaction quand on code toute la journée et qu'on n'a pas beaucoup de meetings. Là, je suis dans le spectre inverse en ce moment. Du coup, ça a l'avantage d'être en communication constante avec un peu tout le monde, d'interagir, de beaucoup collaborer du coup avec les collègues, ce qui est génial. Mais du coup, ça a l'inconvénient d'être aussi prenant, puisque c'est aussi un peu plus, ça peut être un peu plus fatigant. Mais voilà, du coup, les deux côtés ont un peu leur avantages et inconvénients selon, en fait, et c'est aussi quelque chose qui est très personnel, selon la capacité et la volonté de chacun à avoir beaucoup de meetings et être pris. En fait, c'est possible enfin, c'est possible d'ajuster en fait son poste en fonction. Quelqu'un de très introverti pourra choisir un poste du coup avec peu d'interaction. Quelqu'un d'extraverti pourra du coup être en tech dans un poste avec énormément d'interaction. Et c'est un peu à la guise de chacun. Et sinon, de manière générale, dans la tech, moi, j'adore mon métier. Du coup, d'inconvénients autres, bah, pas tant. Moi, j'en vois pas trop. J'ai une petite expérience en dehors de la tech que j'ai moins aimée, mais en tech, moi, je me réveille tous les matins en ayant envie d'aller travailler. Euh, et je me force tous les soirs à décrocher à l'heure où il faut décrocher. Du coup sinon, moi, enfin, ouais, je trouve la tech hyper enrichissant. On apprend, comme disait Margot, on apprend beaucoup, on fait beaucoup de veille. Enfin, on peut toujours se remettre en question. Non, du coup, pas d'inconvénient majeur à part le fait de rester devant un ordinateur toute la journée. Voilà. C'est... ça, j'avoue, gros inconvénient. Ouais, ouais, ça, c'est vrai que, ouais, surtout quand il fait beau, c'est vrai que c'est c'est pas facile. Mais du coup, bon, je fais un petit peu répétition, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a fait bizarre quand j'ai commencé à travailler dans la tech, c'était voilà, que je suis une personne assez sociable. Hein, j'ai été barmaid, j'ai fait plein de métiers où j'étais amenée à parler à plusieurs. Enfin, ouais, où j'étais amenée à parler, à déconner, on va dire. Et c'est vrai que ça dépend les équipes, hein, bien sûr, mais c'est vrai que oui, en tant que développeuse, ça peut. Enfin, moi, personnellement, juste passer un message à un collègue par Slack, alors qu'il est en face de moi, je vais me lever, je vais aller le voir et je vais discuter avec lui directement, quoi. Je trouve que voilà, on a des outils faits pour la communication, mais ça n'empêche pas d'avoir une vraie interaction et c'est ce que je fais, donc pour pallier à ça. Et puis, concernant l'intensité, ouais, on va dire les 3 premières années, c'est intense parce que du coup, on va essayer de combler les lacunes. Moi, j'en étais arrivée à un point où voilà, je rentrais chez moi le soir, je faisais que du code, je faisais des tutoriels. Mais c'était trop en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est bon, stop, parce que sinon tu vas t'écœurer du code et ça sert à rien, c'était pas le but. Et donc là, comme Armel le dit, moi je me mets limite à mes horaires. Si je fais un petit peu de veille pendant ma pause du midi, mais voilà. Du coup.
J'en vois pas vraiment. Si peut-être le fait que je sois développeuse back-end, c'est vrai que mon travail n'est pas vu directement par le client, c'est le front qui va embellir la donnée. Et donc, mais derrière, je me dis oui, c'est moi qui ai servi la donnée, quoi. Voilà, c'est la fonctionnalité que j'ai développée, donc ça peut être gratifiant aussi dans ce sens-là. Ok. Et du coup, vous êtes toutes les trois des femmes. Nous, chez Adatexco, on a choisi de former en particulier des femmes. Donc, ça reste une école mixte, mais on montre que la tech est accessible à toutes et à tous. Et surtout, on montre que c'est passionnant, rémunérateur. Donc, il n'y a pas de raison pour que les femmes s'en privent. Donc, il y a pas mal de femmes dans l'audience. Si vous avez l'intuition que c'est fait pour vous, surtout foncez. Est-ce que vous trois, vous avez des conseils pour des femmes qui aimeraient se lancer dans la tech de manière générale? Moi, je dirais déjà, premièrement, s'attendre au fait qu'on se dirige forcément vers un métier qui est assez masculin. De par le fait qu'il y a aujourd'hui, même si c'est en train de se démocratiser, qu'il y a de plus en plus de femmes, et c'est très bien, c'est vrai que ça reste un milieu assez masculin. Donc, moi, je me souviens au début, quand j'ai commencé, mon tort, à chaque fois que je m'excusais, je disais: «Ouais, désolée, je suis junior», mais jamais il faut faire ça, en fait. Jamais il faut s'excuser d'être junior, jamais il faut s'excuser d'apprendre et de ne pas savoir. Non, au contraire, il faut demander à faire du pair programming, et, et pas avoir peur des préjugés, en fait. Parce qu'il y a vraiment, chez Mano Mano, moi je vois dans mon équipe, il y a il y a quatre, ouais, il y a deux devs front, donc une femme et un homme. Et puis, on est une équipe assez mixte, j'ai la chance. On n'a pas atteint la parité, mais ce que je veux dire, c'est vrai que c'est bien dans une équipe où l'équipe est mixte, en fait, parce que du coup, ça permet de cadrer un peu, parce que ça peut aller, ça m'est déjà arrivé d'être dans des équipes où, ouais, il y a des petites réflexions qui, au regard des collègues masculins, ne sont pas machos, mais oui, ça l'est. Et donc, en fait, je pense qu'il faut y aller. En fait, il ne faut pas montrer qu'on a peur, il faut montrer qu'on en veut et que oui, on a notre place et qu'on est légitime. Qu'on est légitime, en fait, tout simplement. Faut vraiment pas s'excuser et dire: «Ah oui, pardon, désolé, je suis junior». Non, non. Bah, c'est important ce que tu dis, Paola, il ne faut pas se poser de questions. En fait, avant qu'on me pose la question pour Adatech School, je ne m'étais jamais posé la question dans le sens où, après, moi, quand j'étais aux États-Unis, ça se ressentait beaucoup moins. Après, c'est aussi parce que j'ai jamais fait vraiment attention à ça. Quand je suis arrivée chez Mano Mano, j'étais la première femme dans la tech. Ça a bien été remarqué parce que les équipes, elles ont été regroupées en disant: «Attention, on accueille une femme, comment ça va se passer?» Et en fait, je trouve qu'en France, on se pose énormément la question. Ouais, comment inclure les femmes dans la tech? C'est vrai, faut se la poser, mais je pense aussi qu'il faut juste être éduqué à ces métiers, les découvrir, pas partir sur des étiquettes et des préjugés. Moi, je sais que quand on m'a parlé de faire une école d'ingénieur au lycée, je me rappelle mon prof principal qui m'avait parlé de ça et pour moi, voilà, les écoles d'ingé, c'était masculin. J'allais finir, dans l'aéronautique, ou enfin voilà, en fait, c'était je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ce milieu et je ne m'étais pas vraiment intéressée. Et en fait, déjà, quand on fait une école d'ingénieur, après on peut faire tout type de métier et là, dans l'informatique, c'est incroyable les opportunités que ça nous ouvre, en fait. Là, j'ai fait trois postes. Sur mes 3 postes, d'être développeur, ça m'a servi et jamais je me suis sentie, enfin, après, faut être d'un naturel aussi à être habitué à être entouré d'hommes, entouré d'humour, enfin, voilà, c'est pas cliché de dire ça, mais bon, l'humour masculin, voilà. Après, on est souvent, enfin, voilà, on est souvent un peu materné, surtout si on débute, on est chouchouté, mais voilà, c'est hyper cool. Comme disait Paola, faut pas, tout le temps avoir l'impression de s'excuser, faut avoir confiance en soi. En fait, on peut le répéter 20 fois, mais c'est vraiment, faut avoir confiance en soi et voilà.
si j'ai, je ne sais pas si j'aurais d'autres conseils à donner, mais en tout cas, c'est une belle expérience et aujourd'hui, enfin, sur le marché du travail, c'est vraiment un plus d'être dans la tech. Encore plus aujourd'hui. Mais voilà. C'est jackpot, quoi. Et je Armel, sais est-ce que tu as... ouais, bah, moi, j'ai jamais vu mon métier comme un métier genré qui était réservé aux hommes. Après, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis où la question se posait beaucoup moins, les équipes étaient très mixtes. Du coup, je me suis même pas posé la question en fin de compte. Mais avant, en France, en école d'ingénieur, nous, dans mon école, c'est une école militaire aussi, du coup, ça rajoute pas à la mixité, on n'était que 10% de femmes. Mais même là aussi, je m'étais jamais posé la question d'y aller ou pas. J'aimais bien les maths. Du coup, pourquoi pas? Et ensuite, bah, pareil, à mon retour en France sur la mixité, je me dis, en fait, en tant que femme, il faut juste oser, par rapport au centre d'intérêt, aller dans les postes qui nous intéressent et aussi peut-être s'entourer de modèles féminins enfin, qu'on peut suivre, un peu des mentors. euh, Parce que ce qui me manque parfois, c'est justement se dire, en fait, compte, c'est possible et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas... enfin, il n'y a aucun problème à être une femme et aller en tech. Enfin, pourquoi pas? Du coup, mais je me dirais, ouais, oser, ne jamais, comme disait Pala, ne pas trop se remettre en question, ne pas trop s'excuser, ne pas se dire, ah, aussi, je suis une femme, du coup, peut-être qu'il faudrait que je fasse ceci, cela. Être soi-même, on n'a pas non plus à tout s'adapter. On a le droit d'être une femme, on a le droit d'être très féminine et d'être développeuse. Il y a pas du tout de... Mm. Mais dans ma tête, moi, je ne le vois même pas comme genré. Pour moi, développeur, c'est comme un autre métier. Être une femme, pour moi, ne change rien et il faut juste même pas se poser la question, en fin de compte. Ouais. Gérer. Ah non, c'est vrai. Et puis moi, je me souviens là, quand je suis arrivée chez Mano Mano, c'est vrai que j'étais dans une équipe là où ils aimaient bien les jeux d'arcade. Alors au début, j'ai essayé de m'intégrer, de dire oh, allez, je dis pas où là tu viens. Donc j'ai fait quelques parties avec eux. Après, je me suis dit non, en fait, c'est pas moi. En fait, parce qu'on a une salle de musique chez Mano Mano au sous-sol avec une salle de sport et tout. Et puis moi, je préférais aller avec un SRE, là, Anthony, on faisait moi, je chantais, j'étais au micro, et lui, il était à la guitare, et puis, en fait, ça me correspondait plus. Donc, comme tu dis, Armel, en fait, faut pas changer de personnalité pour plaire ou pour s'adapter, en fait. Voilà. Ok, merci pour les témoignages. Et quels conseils vous donneriez, donc là, plus de manière générale, pour faire vos métiers spécifiquement? Est-ce qu'il y a des qualités à avoir? Est-ce qu'il y a des manières de se former? Quels conseils vous avez en tête? Bah, si on parle du métier de développeur, je dirais que pour se former, bah, c'est de se lancer, de faire des projets. Je trouve ça hyper important de faire des projets à côté du métier qu'on a. Moi, j'ai toujours eu des projets à côté, que ce soit dans le dev ou dans le produit. Et pour moi, c'est vraiment le moyen de se former. Après, avant, j'étais du coup agiliste. On appelait ça comme ça voilà, ceux qui s'intéressent à l'agilité. Et il y avait pas mal de communautés qui se formaient avec des meet-up. Je sais que j'avais même un Slack dédié où on était à peu près 2000 agilistes français. Aujourd'hui, j'ai la même pour le produit. Je trouve ça hyper important de se former une communauté. Ça m'a énormément servi dès que j'avais une question, dès que j'avais besoin d'aide, de rencontrer des gens qui partagent la même passion que nous. C'est hyper intéressant. Donc, je vous encourage fortement à vous construire une communauté, rencontrer des gens, aller sur LinkedIn, parler à des développeurs si vous voulez vous orienter dans le dev ou parler à des produits ou la data, enfin voilà, n'importe quel corps de métier. Aujourd'hui, le réseau, c'est ce qui m'a le plus apporté en fait dans ma carrière. Donc voilà, si j'ai un conseil Et à avoir. Margot, du coup, pour compléter sur les projets, c'est aussi quelque chose qu'on recommande beaucoup chez ADA, notamment, on a le vendredi, donc il y a un jour un peu spécial, c'est le forum ouvert, où en fait, chaque apprenant peut se consacrer à des projets personnels ou collectifs.
Et c'est très important parce que ça permet déjà de se confronter au réel, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas par rapport à ce qu'on a appris, et aussi de faire quelque chose qui nous passionne. Et souvent, les projets personnels, c'est soit sur des domaines de passion, soit sur des problèmes qu'on veut réellement résoudre. Est-ce que toi, pour qu'on puisse se projeter, tu as des exemples de projets sur lesquels tu as bossé pour qu'on puisse voir un peu, pour que ça puisse donner des idées? Ouais, après moi, c'était beaucoup sur des projets, pour, se lancer dans le monde des startups. Alors, pendant mon stage des États-Unis, j'avais un peu une startup en parallèle, avec, mes potes. C'était pour, faire un compagnon de voyage, personnalisé. Donc en fait, on se basait quand on voyage, on a envie d'être recommandé par des proches. Plus que des recommandations random sur des blogs. Et du coup, c'était à travers un chatbot, pouvoir parler à Marco, ça s'appelait comme ça, mais c'était notre petit compagnon de voyage qui allait se baser sur nos préférences afin de nous proposer des lieux à visiter, des restaurants ou des bars. On partait de la sérendipité dans le sens où on n'allait pas avoir le choix, on proposait un bar, un resto, ah t'es là, hop on te propose un bar, ah t'es là, on te propose un resto. Et du coup, j'avais une partie de mes potes qui s'occupait plus de la com et du marketing, et moi j'étais dans la partie tech. Et aujourd'hui, j'ai un projet qui est beaucoup plus technique. C'est une alternative au livret A rémunéré à 6%. C'est basé sur la finance décentralisée, sur les blockchains. Donc je pense que je ne sais pas si je vais pas parler chinois, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, du coup, c'est un side project qui me prend quand même pas mal de temps. C'est un projet complet, c'est-à-dire qu'il y a tout à gérer. Il y a la communication, il y a la partie tech avec le développement du produit, s'assurer qu'on a des utilisateurs derrière, trouver le business model. Enfin voilà, il y a tout un tas de projets qui peuvent être mis en œuvre. Après, comme side projet, ça peut être aussi vous faire des blogs. En fait, dans la tech, il y a tellement de projets possibles. Il y a même aussi des hackathons. Vous pouvez participer à des concours je sais que dans la data, peut-être Carmel, tu sais mieux que moi là-dessus, mais il y a plein de concours qui sont mis en place pour pouvoir se former. Et dans le dev, je pense je suis même sûre que ça doit être pareil. Donc, il y a toujours des projets à faire. Et c'est toujours sympa de s'entourer de gens qui ont les mêmes appétences que nous et les mêmes, soit des compétences complémentaires. C'est utile si c'est un projet total, soit si c'est juste si c'est très orienté dev et tech, et autant s'entourer d'autres développeurs. Comme ça, vous partagez vos compétences et c'est beaucoup de partage de connaissances. Ok. Et je fais une petite parenthèse sur la crypto. On fait un événement, c'est le prochain événement, mardi prochain, sur ce sujet, si tu veux venir, Margot. Et notamment sur le fait que c'est aussi un outil d'empowerment en tant que développeuse, du coup, de connaître ces sujets, et même plus en tant qu'investisseur femme, connaître aussi ces sujets. Et du coup, mais ouais. Pardon, vas-y. Non, je disais, c'est un sujet où il faut bien s'accrocher pour tout connaître dans les détails. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, mais c'est hyper intéressant. Complètement. Là, on va essayer en 1 heure de vulgariser ça avec une fille qui s'appelle Amandine François, qui a un compte Instagram Lamineuse, et qui va nous expliquer pourquoi c'est important de s'y intéresser, et le b.a.-ba. Et du coup, Armelle et Paola, ce serait quoi vos conseils pour se lancer dans vos métiers, pour progresser dans vos métiers? Mais moi, pour des gens qui ont un background du coup dev et qui voudraient après un peu s'introduire à la data et ce qu'on appelle et le machine learning, enfin tout ce qui est IA, il y a des cours Coursera qui sont très simples, très accessibles, qui permettent juste d'expliquer un petit peu la base. Parce que j'ai l'impression quand on dit IA, ça fait peur à tout le monde parce que ça paraît hyper obscur. Alors qu'en fin de compte, les bases sont vraiment simples et vraiment à portée de tous. Après, maîtriser toutes les subtilités du domaine, ça prend un peu plus de temps. Mais en tout cas, pour arriver déjà à faire des premiers projets qui utilisent la donnée, ça peut se faire très rapidement. Et du coup, les cours des Coursera sont assez bien. Et sinon, il y a une plateforme Kaggle qui permet du coup de faire des compétitions des machine learning et aussi en fait d'apprendre.
ça permet aussi d'apprendre le machine learning parce qu'en fin de compte, il y a des problèmes et les gens mettent leurs solutions. Du coup, c'est presque comme un carnet en fait d'exercices. Et en plus, si on gagne l'exercice, on gagne de l'argent. Du coup, c'est Ah ouais. plus motivant qu'un cahier d'exercice. Ah ouais, voilà, Armel, t'as tout compris. Tu peux Est-ce nous qu'il y a écrire un site Armel, aussi le nom de cette... c'est une plateforme, c'est ça? Oui, ça s'appelle Kaggle. Ok, super, merci. Ah oui, Et, d'accord. et pour s'entraîner au machine learning, il y a une session qui s'appelle Titanic, qui est la plus connue en fait pour un peu amorcer, découvrir un petit peu et faire une première compétition. Voilà, c'est la porte d'entrée. Ouais. Il y a un site aussi que moi j'aimais bien, c'était Code Academy. Mhm. Ouais. Je trouve qu'il est bien fait parce qu'on a un petit problème et on a tout de suite le terminal à côté pour coder directement. Je trouve que j'ai bien aimé. Ouais. Bah, du coup, moi, j'ai commencé avec Code Academy pour me familiariser en fait avec la syntaxe, avec le code, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai vu du code, je me suis dit, oula, ouais, c'est pas pour moi. Mais oui, en fait. Du coup, mon conseil, ce serait, voilà, si vous suivez une formation, en plus de la formation, ben, y a pas de secret. En dehors de la formation, il va falloir vous faire des tutoriels. Moi, j'ai fait ça sur Open Classroom. Il y a Udemy aussi qui en propose avec des formats vidéo. C'est sympa. Et comme le disait Margot, faire un petit projet à côté. Moi, avant même de rentrer en formation, j'avais fait un site statique. Je m'étais formée aussi à Git. À l'invité de commande, donc avec le terminal, tout ça. Et puis c'est vrai que c'est plus rassurant quand on a un petit peu de base avant de rentrer en formation, ça donne confiance. Et puis oui, avoir des projets. C'est vrai que quand on débute, oui, c'est pas évident. Moi, j'en ai pas fait. Je suis honnête, j'en ai pas fait la première année où j'ai commencé à programmer parce que j'avais avec le travail et puis ouais, les tutoriels que je suivais. C'est vrai que j'étais pas à l'aise pour me dire, ouais, je vais faire un site parce que je suis très ponctueuse et je me dis, oui, il me faut aussi ça comme compétence, pardon. J'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Et oui, donc du coup, moi, je travaille sur là, dernièrement, j'ai travaillé sur un projet pour ma sœur, pour l'aider. Du coup, je suis en train de lui faire un site qui est un peu le Doctolib de la beauté. Donc, puisqu'elle fait prothésiste angulaire, donc du coup, je lui propose de faire un site où l'utilisateur il peut réserver en ligne, payer en ligne ou lors du rendez-vous avec un système de calendrier et de réservation en ligne. Voilà. Ok. Super. Bah, nous, c'est aussi quelque chose qu'on recommande quand on a envie de se lancer dans la programmation, de surtout se lancer vraiment, tester. Donc, soit avec des projets, en effet, aider des copains, faire un truc avec des amis, faire un truc même très perso. On avait une développeuse qui prenait à chaque fois ses petits problèmes du quotidien et qui trouvait des solutions pour les résoudre. Donc, par exemple, je crois que dans Spotify, on ne pouvait pas aller au-delà d'un certain nombre de musiques, donc faire des bibliothèques, des choses comme ça. Je vous ai mis un petit article sur, il s'appelle Les bonnes questions à se poser avant de devenir développeur ou développeuse. Et dedans, il y a des exemples de projets perso et des exemples aussi de tutos à suivre. Donc, on se rejoint pas mal avec Udemy et Codecademy qu'on recommande. Du coup, on a un peu abordé le sujet de vos interactions. Ça tombe bien parce que j'ai l'impression que vous interagissez pas mal toutes les trois entre vous dans vos différents postes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe, vos interactions, comment ça fonctionne? C'est vrai que c'est assez impressionnant, surtout dans une grande boîte comme Mano Mano avec, comme tu le disais, Paola, un nombre de visiteurs incroyable, de se dire, tiens, comment ça s'organise derrière pour être sûr que la coordination se fasse bien, etc. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, tu disais de parler de l'organisation dans une équipe, c'est ça, chez Ouais, Mango? l'organisation dans une équipe et vos interactions entre vous. Du coup, moi, dans mon équipe, on interagit principalement avec la partie métier, donc le produit, puisque c'est
le besoin fonctionnel, la fonctionnalité va être demandée par le produit. Et donc, dans mon équipe, du coup, elle est composée de 2 développeurs front, 2 dev back, dont moi-même, et puis un lead. Et le product owner qui va nous énoncer en fait la règle métier et la spécification pour que nous, derrière, on puisse développer la fonctionnalité. Et puis, il y a aussi des interactions avec les autres équipes, bien sûr, parce que du coup, moi, dans mon équipe, je vais avoir besoin d'aller chercher les données dans l'équipe chez Armel ou dans d'autres équipes. Et puis, c'est vrai qu'en plus, on est, je crois, à peu près, combien on est? 600, je crois, à peu près. Plus de 600 maintenant, peut-être, parce que il y a eu Là, beaucoup on est de plus de 600, je recrutements. crois. Et puis, on a des équipes en Espagne. Donc, voilà, moi, ça m'arrive souvent de faire des réunions avec mes collègues espagnols en anglais et puis de communiquer avec d'autres équipes, que ce soit le produit, la QA, qui d'autre? Ouais, principalement, c'est ouais, les deux principales interactions qu'on a, nous les devs, en fait. Bah, moi, au niveau des interactions, avant, quand j'étais de dev ou agiliste, j'étais particulièrement avec les équipes tech, donc développeurs, SRE, enfin, je sais pas si ça vous parle, mais les QA, etc. Là, depuis que je suis sur la partie produit, du coup, j'ai des interactions qui sont aussi bien du côté tech que du côté, enfin, que tous les autres côtés d'ailleurs de ManoMano. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est ouvert, c'est des interactions. Après, ceux avec qui je suis le plus, c'est mon équipe, donc qui est constituée de développeurs, mon designer, mon manager. Et après, ce qu'on appelle des business owners, c'est-à-dire que c'est mes interlocuteurs principaux, ceux qui vont avoir des besoins sur sur ma partie du produit. Voilà. Du côté data, on a beaucoup d'interlocuteurs. En fait, nous, on va essayer de développer des produits qui vont être ensuite ingérés du coup par les équipes dev. Et du coup, dans la vie quotidienne, je vais interagir avec toutes les équipes produits. Vu qu'on compte, l'équipe data va collaborer avec pas mal d'équipes produits du pan tout ce qui est expérience utilisateur. C'est du coup des collaborations avec les développeurs de ces équipes produits. Et en plus de ça, forcément, collaboration avec l'équipe data, avec, parce que je code aussi un peu en data. Du coup, c'est vraiment... et en plus de ça, on collabore avec le business pour s'assurer que leurs besoins aussi sont couverts. Parce qu'on... du coup, on essaye de collaborer un petit peu, ça fait un peu araignée, mais on doit collaborer avec tous ces stakeholders voilà, pour mener à bien les projets. Ok. Du coup, ma liste de questions arrive à sa fin. Merci beaucoup d'avoir répondu. Du coup, je laisse la place à l'audience. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez soit les dire au micro, soit les écrire dans le chat. Donc, je vous laisse. Claire, moi, j'avais un truc à ajouter quand on parlait des formations. Chez ManoMano, on a tous nos jeudis après-midi dédiés justement à la formation. C'est ce qu'on appelle les crafternoon pour craft et afternoon. Et c'est vraiment un temps dédié où on va avoir des développeurs qui vont décider de faire un workshop spécifique sur un langage, mais même un langage qui n'est pas forcément utilisé chez ManoMano. On a accès à des plateformes d'apprentissage comme Udemy ou quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment tous les jeudis après-midi dédiés à l'apprentissage aussi bien personnel que professionnel. Et c'est un réel plus, surtout quand on démarre dans un métier pour se former, c'est vraiment le top. Voilà. Super. C'est super de l'avoir intégré au sein de l'entreprise parce que c'est vrai que c'est des métiers sur lesquels on apprend en continu. Donc c'est important. Aujourd'hui, il y a combien de people en tech chez ManoMano? Quand je suis arrivée il y a 4 ans, on était 20, même pas 15.
Et aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir à peu près 50-60 personnes à Bordeaux, à Barcelone, même peut-être un peu plus. À Barcelone, peut-être près de 100. Et à Paris, je pense qu'on est on doit être dans les 200 ou 300, Mm. si je dis pas de bêtises. Et en fait, le but, c'est que fin 2021, on soit à 50% de personnes à la tech. 50% de la boîte. Donc, ouais, ça représente une grosse partie. En même temps, bon, bah, notre produit est tech, notre produit, c'est un site. Donc, Ouais. donc on est le cœur de la boîte. Mais en fait, donc, il y a énormément de people en tech. Normal, c'est l'essentiel de votre business, si je puis dire. Vous êtes très spécialisé alors. Parce que plus on est gros et plus on est spécialisé en général dans les entreprises. Alors, ta question, c'est sous quel angle? Est-ce que c'est, par exemple, si tu es développeur ou si tu es... Enfin, c'est spécialisé dans quel... De manière générale, dans les métiers, en fait. Que ce soit développeur ou en data Oui, ou... oui, 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 c'est très spécialisé. Si tu veux, il y a aussi, on en a pas, enfin, tu en as parlé brièvement, Margot, mais on a ce qu'on appelle les SRE. Donc, c'est ceux qui vont travailler sur l'infrastructure en fait du site, donc ce qu'on ne voit pas, mais ce qui permet de mettre le site en production. Donc, c'est très spécifique. Chacun il a son rôle en fait. Le dev back il va avoir un rôle qui va être différent du dev front. Le dev front, lui, ça va être tout ce qui est partie visuelle, donc tout ce que vous allez voir à l'écran. Et le dev back, lui, ça va être traitement des données, aller chercher la donnée, l'agréger et la servir au front. Et puis Margot, voilà, pour la partie produit aussi. Donc du coup, ça va être tout ce qui est business. honneur, etc. Mais c'est vrai que Voilà, comme ouais. on est vraiment siloté en équipe avec un scope très précis, un périmètre Ouais. très précis, pardon. Donc, c'est vrai que oui, on est entre guillemets très spécialisé. Après, enfin, après, comme je le disais, comme il y a la possibilité de faire des mobilités internes chez ManoMano, enfin, il y a énormément de développeurs qui sont allés d'une équipe à une autre. Et d'une équipe à une autre, déjà, ça change du tout au tout. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes technos. Parce qu'on a plusieurs technos chez ManoMano. Technologie, on utilise du Java, du PHP, du JavaScript et compagnie. Et donc, il y a pas mal de backs qui sont devenus front. Il y a pas mal de front qui sont devenus front dans une autre équipe et donc sur un nouveau projet, etc. Donc, au final, ouais, c'est spécialisé, mais possibilité de diversifier ses compétences. Et dans les équipes tech, c'est quoi la moyenne d'âge? Alors, je crois que chez ManoMano, on est autour de 31 ans. Attends, ouais. Dans les équipes tech, ça doit être ça à peu près. 30, Ok. 31 ans peut-être. Ok. Ouais. Et puis, par exemple, je vois Marc, je crois qu'il a. J'ai peur de dire des bêtises. Balancez là, Paola. Non, mais je veux dire, Attends, c'est enregistré, ça. non, mais moi, je veux comprendre, Marine. Si tu me poses cette question, est-ce que tu penses que du coup, En c'est. fait, je suis tout simplement DRH et je travaille Ouais, dans la tech. ouais, Et je connais, enfin, j'ai rencontré Philippe à plusieurs reprises. oui, Aujourd'hui, il y a un poste de DRH tech, en fait, et je passe des entretiens très bientôt. Et c'est une boîte qui m'intéresse beaucoup. Donc, en oui, fait, je viens un petit peu sonder comment oui, c'est chez d'accord. Mano Mano en interne. Ouais, d'accord. Mais moi, si j'ai un conseil à donner, enfin, l'âge pour moi, ça n'a jamais été une limite. Regarde, moi, j'ai fait ma reconversion, j'avais 28 ans. Donc, tu vois, je ne me suis pas arrêtée là. Après, je trouve que c'est bien de te spécialiser vers le recrutement tech. Voilà, après, ça demande bien sûr de s'intéresser. Je ne te dis pas voilà, de savoir coder, mais de connaître un petit peu les langages, mais d'échanger aussi avec les développeurs, ça aide parce que du coup, tu vas pouvoir cibler les profils voilà, qui ont du potentiel ou des profils voilà, qui sont intéressants. Mais Ça, je sais faire parce que ça fait 6 ans que je suis dans le monde de la tech, à la fois en start-up et dans des grands groupes. Mais en fait, il y a un peu une image d'une ex-40. Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas. Et c'est pour ça que moi, je prends en fait auprès des gens qui travaillent dans la société, le pouls, en fait, parce que c'est mon métier. ouais, mais enfin, juste pour te donner un exemple, tu vois, moi j'étais choquée au début quand le recruteur il m'appelait, il me disait oui, il me disait tu direct. Je dis, ouais, ok. Bon, maintenant, je veux te dire,
J'ai fait plus attention parce que c'est comme ça, c'est la tech, on est cool, donc le tutoiement. Mais ouais, je comprends. Je comprends, ouais, Pour compléter la réflexion, c'est vrai que nous, chez Adadex School, dans la notion de diversité, il y a aussi l'âge. Et c'est vrai que du coup, bah, on est ouvert enfin, tout âge confondu, et même pour une reconversion, tu le disais, Paola, on peut faire sa reconversion à tout âge. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit au moment de postuler dans la tech, que bien souvent, c'est des boîtes, en particulier dans les startups, des boîtes assez jeunes. Et nous, on fait aussi de la pédagogie là-dessus, sur le fait que on peut se reconvertir à tout âge, que du moment qu'il y a des compétences, c'est ça qui doit être valorisé. Et surtout sur la reconversion, quand on arrive donc du coup un peu plus âgé sur un poste, en fait, la personne, oui, elle est plus âgée, mais elle arrive avec plein de compétences autres que celles du développement, qui sont hyper importants dans la tech, qu'on a pas mal abordé ce soir, sur les interactions, sur la bonne compréhension du business, sur la capacité à apprendre en continu. Donc, je comprends ton questionnement derrière, Marine, et je pense que c'est des choses sur lesquelles, tous ensemble, on doit aussi travailler pour que la tech soit pas réservée, en effet, au moins de... Bah, ouais. Après, là, c'est la moyenne d'âge de Mano Mano, mais ça n'a jamais été un sujet, hein. Enfin, dans la tech, on a des gens, mais de tout âge, mais vraiment de Ouais, tout c'est âge, vrai. hein. Ouais. Et, ça n'a jamais été un... Enfin, franchement, j'ai vu les départs, les arrivées, ça n'a jamais été un sujet, l'âge, chez Mano Mano. Non, mais c'est plus sur la diversité un petit peu que Ouais. je peux voir. Moi, j'ai travaillé pour une société de la French Tech 120 et je connais bien beaucoup de fondateurs de tout, voilà. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de communication derrière pour avoir travaillé. Et en fait, je prends un peu le pouls parce qu'aujourd'hui, je vais passer des entretiens chez Mano Mano et je vous le dis, j'ai envie, enfin voilà, c'est aussi directement d'avoir prendre le pouls auprès des salariés. Pour moi, c'est quelque chose de très important en termes de diversité, en termes de féminin, parce que je travaille là-dedans, parce que c'est des sujets RH qui me tiennent très à cœur en termes de conviction, parce que je suis une femme, parce que ça fait des années que j'y suis. Alors, je vous vois et c'est génial. Mais après, il y a beaucoup de marketing derrière. Donc, voilà. Oui, non, mais c'est clair qu'il y a un vrai sujet côté RH pour. En fait, je pense que le vrai sujet, Marine, j'espère que tu nous rejoindras là chez Mano Mano, mais c'est voilà, de recruter une femme dans la tech, c'est une chose, de la garder, c'en est une autre. Bien sûr. Donc, faut faire attention à ça. Et recruter pour le quota, moi, je ne dis pas que c'est ce qui est fait chez Mano Mano, hein, la preuve, moi, si tu veux, j'ai déjà eu, on m'a déjà fait passer un entretien. Et j'ai bien senti qu'on voulait me prendre parce que j'étais une femme. J'ai dit non, en fait, non, j'ai pas envie qu'on me prenne parce que je suis une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Et donc voilà, quoi. Ok, très bien. Du coup, on arrive à la fin de la conférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de l'audience? Ne soyez pas timide. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est important. Enfin, moi, pour le coup, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir échanger avec, au début de ma carrière avec des femmes développeuses ou des femmes dans la tech. Et c'est vrai que ça peut donner confiance. Il n'y a aucune question qui est bête, de toute manière. Que ce soit pour l'orientation, aller vers le back-end ou le front-end. Bon, Margot, elle est plus partie front-end, donc elle pourra plus y répondre. Mais il faut profiter, n'ayez pas honte, quoi. Est-ce que vous êtes sujette à pas mal de machisme? Chez Mano Mano, non. Ce que je disais, c'est vrai que je pense qu'en fait, la différence se fait, en fait, enfin, moi, je sais que voilà, j'ai un lead où je sais que dans l'équipe, s'il y en a un qui a envie de dire un truc, faire une blague sexiste, il la fera pas parce que lui, il sera là pour recadrer, dire oh, tu vas te calmer là, t'es pas au PMU là, avec tes copains. Et du coup, et puis même sans ça, enfin, je pense que voilà, on a des collègues qui sont il y en a qui sont plus âgés, peut-être aussi ça y fait. Donc, mais c'est vrai de travailler avec des jeunes de 20 ans, ouais, j'en ai vu passer, j'en ai entendu passer des blagues et des vertes et des Moi, je seigneurs. pense enfin, je pense que déjà, si on est femme dans la tech, c'est qu'on a une ouverture d'esprit parce que c'est un métier d'homme.
Donc typiquement, moi, ça se trouve, oui, il y a eu des blagues matchées à côté de moi, mais je pense que je fais même pas attention, dans le sens où il peut y avoir des blagues racistes. Enfin, vous voyez, il peut y avoir tout type de blagues. Enfin, voilà, je pense que pour travailler avec 800 personnes, il faut être ouvert d'esprit, il peut y avoir tout type de personnalité. Mais ouais, non, j'y prête pas vraiment attention et c'est pas, enfin, ça ressort pas, c'est pas Non, l'image que j'ai de Mano Mano. Donc. ouais, c'est pas ce qui ressort, c'est clair. Mais voilà. Après, c'est comme tout, hein, chacun son humour. Voilà. Mais oui, si tu veux, enfin, je vais pas citer l'entreprise, mais la première entreprise, bon, quand j'ai commencé, j'avais un collègue à moi qui m'a dit oui, bah, ils t'ont engagé parce que tu es mignonne, quoi. Tu vois, c'est genre de trucs comme ça. J'ai dit, écoute, j'ai même pas passé l'entretien avec cette personne, donc tu vois, c'est ce genre de. Mais quand j'y repense, j'en rigole parce que je me dis, mais c'est complètement bête, en fait, ce genre de réflexion, en fait. Ça, Il y a aussi c'est une manière de vouloir décourager la personne, de dire, bah, en fait, c'est pas ta place, mais en fait, oui, en fait. Je crois qu'il n'y a pas que dans la tech, hein, dans beaucoup de milieux, Mais hein, oui, il y a ça. mais regarde, quand tu regardes rien que dans les églises, que les sœurs, elles sont encore les bonnes, tu vois, on a encore, ouais, on a fait du progrès, mais il y en a encore à faire, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Après, je dirais qu'aussi je pense qu'on doit peut-être aussi plus s'imposer, même si au final, ça ne nous ressemble pas vraiment. Je pense qu'on a besoin de ça pour déjà se prouver que bah, on peut faire nos preuves et Ouais. pour se donner un peu pour se donner confiance en nous. Je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'on a tendance à faire quand on arrive à un poste dans la tech. Mais c'est vrai qu'il faut se Ouais. mettre en avant aussi pendant les. Mm. Enfin, moi, c'est que les stand-up, là, les réunions, là, qu'on a le stand-up, c'est un rituel agile. Donc, tous les matins, on va prendre nos 10 minutes avec l'équipe pour dire ce sur quoi on a avancé, les problèmes qu'on a rencontrés, tout ça. Et c'est vrai qu'avant, je ne le disais pas, en fait, les premières expériences que j'ai eues, les premières expériences. Et en fait, je ne me mettais pas du tout en avant. En fait, il ne s'agit pas de se dire oui, moi j'ai fait ça, je suis super forte. Non, c'est de dire oui, j'ai fait ça s'est bien passé, ça on prône, ça apporte de la valeur ajoutée à l'utilisateur. Et voilà. Mm. C'était aussi un conseil. On a fait une vidéo du coup avec d'autres, enfin dont toi Paola, mais avec d'autres femmes de chez Mano Mano et qui était en fait tout simplement prendre la parole en réunion et pas laisser passer la parole parce que la femme va peut-être plus naturellement se dire ah, tiens, est-ce que ça c'est intelligent, est-ce que je le dis à ce moment-là, alors que l'homme va juste prendre la parole. Donc il y a un côté où en fait on se force un petit peu au début et puis une fois que c'est fait, c'est bon, on a pris l'habitude et ça marche. Ouais, Oui, il y a des études qui ont montré qu'en fait, les femmes étaient moins écoutées pendant les réunions et plus forcément vous êtes dans un monde d'hommes et plus on gravit parce que c'est quand même le monde du travail est quand même un monde d'hommes malgré tout et plus on avance dans la hiérarchie et c'est une réalité en fait. Hein. Moi, je suis membre de comité de direction aujourd'hui et c'est une réalité quel que soit le secteur. Hein. Franchement, moi, quel que soit son niveau. Hein. Moi, je l'ai vécu au début. Hein. Enfin, franchement, quand je suis arrivée, j'avais peur de répéter. Quand on m'entendait pas, je me disais non, c'est pas pertinent, c'est pas pertinent. Et en fait, maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais c'est vrai qu'au début, effectivement, je trouvais que j'étais moins écoutée que des hommes. Ou alors, on n'allait pas m'écouter, puis à côté, on allait répéter exactement ce que je viens de dire. Ah, mais c'est super! C'est fait une réalité, hein, c'est vrai. Hein. Même euh, moi, encore aujourd'hui en réunion, en plus, j'ai un collègue qui a une voix assez grave. Donc, bon, ça va, je parle fort, je m'impose, mais c'est vrai, maintenant, je ne me gêne pas pour dire, en fait, tu viens de me couper la parole, en fait, laisse-moi l'espace pour parler, en fait. Mais moi, Paola, faut pas la couper la parole. Faut pas lui couper la parole. ah ouais, je déteste ça. Je déteste ça. Donc, que ce soit un mec ou une meuf, je le fais remarquer. Et puis, mes collègues me disent, mais pardon, excuse-moi, Paola, il m'envoie un message, désolé, je t'ai coupé la parole. Je dis, non, mais c'est pas grave. Du moment voilà, qu'il a identifié. Mais c'est vrai que les premières réunions que j'ai faites, quand j'ai commencé chez Mano Mano, il y avait un développeur dans mon équipe qui parlait, qui monopolisait la parole. Et en fait, personne ne pouvait s'exprimer. Donc, j'ai dû mettre 6 mois avant d'en placer une dans une réunion. Quoi. C'est une réalité. Ouais, il y a un vrai Et enjeu à ça mon avis. rejoint la confiance en soi. Hein.
Tout est là. Surtout au début, je pense. Un vrai enjeu au début d'oser Et se... aussi peut-être beaucoup de pédagogie auprès de ces messieurs. Ouais, oui, Ouais, mais ça doit venir d'en haut. On change pas une personne. Ouais. Mais on change pas une personne, mais une personne intelligente, elle va, quand tu lui Et fais quand même, il y a des remarquer. remises en question à avoir. Il faut faire avancer les lignes. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ou alors le dire sur le ton de l'humour aussi, des fois ça passe. Bon, du coup, on arrive à la fin de notre conférence. Du coup, la vidéo, oui, sera bien accessible sur YouTube. On la postera dès demain, si vous voulez revenir sur certains conseils qui ont été donnés. On fera aussi un article de blog qui résume les principaux conseils et témoignages. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup à toutes les trois. C'était très, très inspirant, très concret aussi. C'est sympa pour se projeter. À la vidéo sur la prise de parole, ça, je ne sais pas. Et un grand merci à Mano d'avoir pris le temps du coup à la fois de faire des vidéos sur des conseils pour les développeuses et d'animer cette conférence avec nous. Du coup, si vous voulez creuser, il y aura la vidéo sur YouTube et l'article de blog, et vous recevrez aussi un mail récapitulatif. Et bonne chance, Marine, pour tes entretiens, du coup. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous voulez nous contacter sur LinkedIn ou quoi, si vous avez d'autres questions. Ouais, d'ailleurs, je partage. Du coup, moi, c'est... Hop. Donc, ça se termine. Et je voulais juste ajouter quelque chose, Claire, si Oui, bien sûr, permets. vas-y. C'est que moi, quand j'ai fait ma formation en 2016, quand je suis arrivée pour les entretiens, la salle, elle était pleine de mecs. Et j'avoue qu'en plus, j'avais quelque chose à présenter. On avait des sujets techniques à présenter. Tout ça. C'est vrai que c'était quand même assez intimidant. Et là, je trouve que l'école Datex School, qui est orientée, bon, c'est pas que pour les femmes, mais je trouve que c'est... Mais personnellement, je l'aurais faite, je pense. J'aurais fait cette formation. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai fait des hackathons et tout pendant ma formation où j'étais avec des gars, des bourrins qui voulaient envoyer partir la tête foncée. Donc, ouais, non, c'est super qu'il y ait des écoles comme ça et j'espère que vraiment ça va se démocratiser de plus en plus à l'avenir. Okay. C'est sûr que oui, c'est une école où on met en avant le fait d'avoir de l'empathie, de la bienveillance, tout ce qu'on a dit sur la confiance en soi. Donc, ravie d'entendre ça, Paola. Du coup, Aurélie, j'ai compris ta question qui était la vidéo sur la prise de parole. Donc, on a fait avec d'autres filles de Mano Mano. Donc, je l'ai envoyé, Mano Mano l'a publié sur LinkedIn, je l'ai envoyé dans le chat. Donc, il y avait dedans d'autres personnes d'autres équipes, pas mal au produit. Et il y a Paola dedans, en guest star. Voilà, petite intervention, j'étais pas du tout à l'aise avec la vidéo. Mais... un exercice pas facile. Mais oui, voilà, comme disait Margot, n'hésitez pas à venir me parler en message privé si vous êtes plus à l'aise. Des conseils pour les entretiens, des conseils pour la formation, l'orientation. Je pense que je suis rodée. Il est sympa, votre CTO, j'espère. Très sympa, ouais. Il est entre l'Espagne et la France, on le voit. Bah oui. Ouais. Bon, okay. Du coup, je clôt cette conférence. Merci beaucoup, c'était un super moment. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.